Bonsoir, bienvenue à tous dans le décryptage de ce dimanche. Un plaisir de vous retrouver sur cette tranche de décryptage de l'actualité de la semaine, bien évidemment avec notre consultant politique. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes classiques et numériques. Voilà, nous démarrons cet exercice toujours par les plateaux de la matinée. Ce matin, nous avons eu le Moël Bénin avec son président qui a, je vais dire, réitéré la position de la formation politique concernant le débat actuel. Il est revenu sur la question de légitimité, sur qui doit parrainer Agapit Napoléon Maforican. Diarra Aladji n'a pas forcément une position fixe. Il demande à ce qu'on fasse avec ceux qui seront en place au moment de l'enregistrement des candidatures. Question, la voici. Vous l'avez suivi. Ces analyses apportent-elles quelque chose de plus à ce débat que nous menons? Il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup parce qu'il a renforcé l'existant. C'est-à-dire la position connue de son parti, déjà que le parti a rendu public à travers un communiqué, mais déjà que il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a 2 semaines ici, sur ces antennes, le conseiller, le responsable juridique du parti était passé par ici pour pouvoir, pour expliquer cette position, quand lui-même Jacques Ayadji était sur une radio nationale, une radio de la place. Donc, aujourd'hui, il est passé pour préciser certaines choses. Et au regard de l'évolution, je pense qu'il a dit comme ce qui a été dit par nous il n'y a pas longtemps aussi. Je pense que nous sommes en phase sur beaucoup de points. Je partage ce qu'il a eu à dire, parce que je l'ai eu à dire également, j'ai eu à le dire également sur divers plateaux. Nous sommes en phase sur la lecture globale de la situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour répondre à l'exigence ressorti par la Cour constitutionnelle, l'exigence de l'égalité entre les parrains, les maires, entre les parrains députés de 2023 et les maires qui doivent être en même position. Il ne faudrait pas qu'il y ait des maires élus de 2020 et des maires de 2026, alors même que la Constitution, l'article 53, est claire sur la question des maires, de leur position. Ils sont en place jusqu'à l'installation des nouveaux. Donc, c'est une question de délai, de gestion de délai que les députés pouvaient arranger par réaménagement des délais, ce que beaucoup de partis ont eu à dire. Les démocrates l'ont dit d'une certaine manière, la FCBE d'une certaine manière, Renaissance du Bénin d'une certaine manière, Renaissance nationale d'une certaine manière. Donc, beaucoup de partis l'ont dit d'une certaine manière, mais bon, visiblement, il n'y a que les partis de la majorité qui s'acharnent. Dont fait partie Jacques Ayadji avec son Moël Bénin aussi. Non, attention, et c'est là où on n'est pas ensemble, c'est peut-être là. Les partis de la majorité siégeant à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Et là, Jacques ne l'a pas peut-être dit directement, mais moi, je pense que ces deux partis sont en train de rater un pan de l'histoire. C'est vrai que dans la gestion de l'information républicaine ou bien dans la gestion de l'opinion nationale, les gens font peut-être d'amnésie que les dirigeants politiques ne se donnent plus beaucoup de responsabilités. Parce qu'ils se disent que de toutes les façons, ils auront le temps d'oublier. Sinon, ces deux partis font preuve d'une sorte d'abandon de réflexion. Je pense qu'ils choisissent la solution la plus facile. Et ça, c'est ça qui est dommage dans le jeu. L'UP Le Renouveau a aujourd'hui une proposition de loi abordant modification et complétant également ce code électoral. On n'a pas besoin de modifier, de compléter. Pour modifier et compléter, il faut expliquer à l'opinion. Vous voyez, le problème qui se pose aujourd'hui, et Jacques l'a dit peut-être, mais je reviens, le problème qui se pose, c'est pourquoi alors la Cour constitutionnelle, quelle est la place de la décision de la Cour constitutionnelle dans tout ce débat? Personne ne s'en occupe justement, on dirait bien. Très bien, il faudrait qu'on réponde à ça. Sinon on a l'impression que bon voilà, on avait envie de lancer un débat, on ne sait pas comment faire, et on saisit par quelqu'un qui n'existe peut-être pas, la Cour constitutionnelle. Et bon, la Cour a donné sa décision, on évacue cette décision, et chacun maintenant commence par sortir ses idées. Sinon, moi je ne sais pas, lorsque Hassan Seyni a sorti cette proposition de loi, même dans son propre parti, les gens l'ont attaqué. Même dans son propre parti. Et subitement, cette proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution de 1990, révisée en novembre 2019, fait unanimité au niveau de la majorité. Ça dit que ça pose un problème. Ça, c'est le premier. Le deuxième,
C'est qu'on entend l'Union progressiste de renouveau, le parti majoritaire, le parti où il y a tellement de hauts cadres, de gens bien, comme on peut le dire, nous dit on doit non seulement s'occuper de la légalité, mais on doit gérer la légalité en lien avec la légitimité. Mais de quoi parle-t-on? Mais ça, j'ai pas envie de dire que c'est du charabia. Parce que ça il l'a démontré aujourd'hui. Oui, parce que c'est du charabia. Ça ne sert à rien. Que un député dit que lui veut rétablir la légitimité. Mais la légitimité, lui ne s'en occupe pas. Lui, il est le député de la nation. Peut-être que c'est le moment de définir ce que c'est que la légitimité. C'est pas lui de le faire, c'est le constituant qui aurait pu le faire. Le constituant ne l'a pas fait. Lui, constituant dérivé, je parle des députés, ne l'a pas fait non plus. À la révision de 2019, on aurait dû le faire. Mais la légitimité, on l'a fait dans le code électoral par rapport à l'élection, aux élections, justement, nationales et communales. Donc, le seuil de représentativité, c'est ça déjà la légitimité. Parce que la légitimité, c'est déjà un certain nombre de reconnaissances populaires. La légitimité appartient au peuple. La légalité est définie par la loi. Et donc, lorsqu'on me dit qu'on doit travailler dans le sens, non, la Cour constitutionnelle a reconnu qu'il existe déjà une certaine légalité dans la mesure où l'élection est basée sur la Constitution, notamment les articles qui ont précisé les volets électoraux et surtout la 1953 qui organise la transition entre la révision de la Constitution et les élections générales qu'on a prévues pour 2026. Donc, le code électoral existe, qui a été adopté quelques jours après la révision de la Constitution de 2019. Donc, les critères d'une élection plurielle, transparente et autres existent. Donc, le principe de la légalité, la Cour ne l'a pas retoqué. Donc, ça existe. La légalité, maintenant, l'égalité de tous les acteurs. Il se fait que parmi les acteurs, il y a l'un qui doit parrainer. Donc, les élus, au niveau national et au niveau communal, c'est-à-dire que les députés et les maires. Donc, ceux-là doivent être dans la même position. C'est ce que la Cour a dit. Dans la même position. Surtout, entre les élus du même camp. Déjà, les maires, tel que le code électoral est et non la Constitution, c'est que ça crée un double niveau. On pourrait se retrouver dans... Ça ne crée pas, mais on pourrait s'y retrouver au regard des calendriers et des délais. Ça se fait quoi? Donc, il faut réajuster juste les délais. C'est ce que tout le monde dit depuis. Réajuster juste... Mais on a l'impression que ces deux parties-là... veulent nous amener quelque part, une destination inconnue. Ils tiennent à ça. Et ils ne veulent pas le dire. Il faut qu'ils le disent. Pour qu'on prenne acte. Il ne faut pas qu'ils prennent par avant sous la décision de la Cour constitutionnelle. Et moi, par exemple, le député Assam Seibou aurait dû retirer cette proposition de loi lorsque le chef de l'État a fait sa sortie. En disant qu'on n'en a pas besoin, que lui n'a pas demandé, qu'il ne veut pas qu'on touche à une virgule. Mais dans le même temps, il a mis un bémol. Je pense qu'on aurait dû s'obtenir à l'essentiel. Il a ouvert la boîte, les gens veulent réviser, ils veulent amender. Moi, je n'ai pas une position dogmatique, c'est vrai, mais je dis il faut qu'on sépare les deux débats. Il faut qu'on ne mélange pas le débat de la révision de la Constitution, qui a besoin, et Jacques l'a dit aujourd'hui, je suis totalement en face, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, depuis 2019, j'ai déploré que nous n'ayons révisé la Constitution qu'à minima. On m'a dit oui, il n'y a pas de débat, machin, le Parlement monocolore, dit mais comment? Le Constitution dérivé n'a pas de couleur. Dès que les conditions de la révision de la Constitution sont réunies, il faut la réviser. Mais évidemment, pour changer la République, il faut un référendum. Il faut que notre Constitution soit totalement changée. Il y a trop de choses là-dessus. Il y a trop de fixations. Il y a trop d'hérésie. Il y a trop d'agitation, de tohu-bohu. Sur un texte que très peu ont lu. Ils ne comprennent même pas. Donc, il faudrait qu'on, peut-être, chacun, il a parlé des assises. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin d'assises. On a besoin simplement de consulter toutes les forces vives de la nation. On a besoin, c'est une forme d'assise quand même. Non, on demande aux gens, à tel, de faire des propositions. Selon vous, notre constitution, comment on peut, selon notre constitution, comment on peut, quelles sont les choses. Donc, en fait, des gens font des larges consultations, il y a des groupes qui font des tournées, recueillent les trucs, et après, il peut y avoir une sorte de synthèse qu'on renvoie aux gens. Vous voyez, les affaires d'assises nationales,
Il y en a eu au Sénégal, non? Il y a un an à peine. Mais pourquoi le Sénégal veut encore d'autres assises? Les assises nationales, dès que vous fermez les travaux, on aura besoin d'autres assises nationales. Parce qu'il y en aurait toujours qui ne seraient pas d'accord. Et qui voudraient qu'on revienne encore sur les débats. Il y a des débats qu'on aurait tranchés qui n'auraient pas été du goût de tout le monde. Dans la mise en œuvre de la résolution, il y en a qui vont toujours parler. Donc, moi, je trouve que cette chose-là ne sont pas nécessaires. Nous sommes à la veille de la conférence nationale des forces vives, de 24 et 34 années déjà. Oui, mais la conférence nationale est une anomalie. Un État sérieux ne devrait pas aller là. Je viens de le dire. Donc, c'est une situation conjoncturelle. C'est une réponse ponctuelle à une conjoncture ponctuelle qui a duré, et qui a des fois devenu structurelle. On a trouvé une réponse ponctuelle. Donc, ça a réglé un problème quand même. Absolument, mais ça, on doit passer comme si vous étiez en faillite. Et on essaye de, et par solution, vous gagnez la loterie et ça vous marche. Vous avez dit, est-ce que c'est normal que vous soyez en faillite? Est-ce que la loterie est une voie normale pour recapitaliser votre entreprise? On n'a pas, la conférence nationale est une situation anormale. Elle est une belle invention. Elle est de grands moments, sans doute. De grands moments, si je veux emprunter l'expression, de ruse et de rage. Logiquement. De grands moments de rapport de force, d'expression de rapport de force. Il y a eu tout à la conférence nationale. Il y a eu sans doute un consensus, c'est-à-dire le consensus que seule la force peut passer. Et la force qui est passée, c'est la force des idées. Parce qu'il y avait un certain mot seigneur dessous. Il n'y a pas de notre consensus, il y a jamais de consensus. Je continue de le dire. Il n'y en a pas eu. C'est selon l'angle d'analyse de chacun. Hein. Non, il n'y en a pas eu. Vous savez, moi, ce n'est pas une affaire d'analyse, c'est une affaire de fait. On aura l'occasion d'en parler, parce qu'il ne faut pas qu'on se quitte. Mais pour moi, ce n'est pas du tout l'angle, c'est des faits. Quand le jour de clôture, si le consensus était vraiment consensus, personne n'aurait eu peur que le coup accepte ou n'accepte pas les décisions. Le jour de clôture, s'il y avait vraiment consensus, on aurait eu un rapport général publié. Mais on n'a jamais eu ce document-là. S'il y avait vraiment consensus, à la sortie, on n'aurait pas eu à la commission constitutionnelle des trucs comme limitation d'âge qui a fait bondir les anciens présidents de la République. Et le fameux ne m'enterrait pas vivant de Maga. Tout ça là a montré que c'était un moment où chacun a usé de sa force, de sa ruse, et avec quelques rages, et on est tombé un peu. Mais on avait besoin d'avancer, on n'avait pas le choix. Le dos au mur, vous ne pouvez plus continuer à forcer, donc vous êtes obligé. Moi, c'est au regard de tout ça, je dis, les partis de la majorité, après la sortie présidentielle, auraient dû. Ce qu'ils font, ça ne nous conduit, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent nous conduire. Donc, attendons le 21. S'ils n'enlèvent pas avant le 21, s'ils ne retirent pas leur projet avant le 21, bon. Lequel des projets? La Constitution ou la modification ou les deux? Vous avez entendu ce que l'UN a dit? L'Union progressiste renouveau. C'est la seconde solution, ça. Oui, au cas où. Très bien. Et ça devrait être la solution principale. Et il devrait expliquer. Il ne devrait pas avoir d'au cas où. Il ne peut pas avoir d'au cas où. La Cour a dit retoucher le code électoral pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et ils disent on va toucher à la Constitution. Mais si ça ne marche pas, on va faire la modification. Pour le plus grand parti, pour le parti dominant, un parti de haut cadre, de gens bien, comme je le dis, un parti présidé par un professeur agrégé de droit, moi ça me pose un problème. Il me semble qu'on a besoin d'aller plus. On a besoin d'exigences meilleures au regard de cela. Oui, il y a une lecture. Si c'est une lecture politique, on a dit, nous, UPR, nous, au regard de la sortie présidentielle, nous, voilà notre position. Mais la position ne peut pas parler de légitimité. Parce qu'il n'y a pas de légitimité en la matière. Aucun problème de légitimité ne se pose. Même les parrainages, on n'a pas besoin de légitimité. C'est un acte personnel, individuel, de l'élu. Et l'élu garde son statut d'élu jusqu'à la fin de son mandat. Le député, son mandat finit le 7 février, la nuit. Puisque la nouvelle mandature est installée le 8 février. Donc, qu'il y ait eu élection ou pas élection avant ou après, le député qui est en position le 5 février, c'est le député de 2023. 2023, oui. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en la matière, c'est aussi simple que ça, à mon avis.
N'est-ce pas alors cette majorité au Parlement, justement, qui laisse matière à toutes ces Mais suspicions? c'est ça que je dis, c'est pour ça que je dis que ces deux partis de la majorité présidentielle, représentés au Parlement, c'est eux qui ne donnent, ils n'assument pas leur statut. C'est eux qui tournent le peuple en rond. Ils ne respectent pas les populations, ils ne respectent pas leur mandat. Parce qu'ils ont le devoir de vérité. Ils sont dans des jeux, malgré la sortie présidentielle. Ce qu'ils disent, c'est pas normal. Ils nous prennent pour des cons, comme on le dit. Parce qu'on n'a pas besoin de tourner en rond pour expliquer une décision simple et pour savoir où est-ce qu'on doit aller. La décision, à moins qu'on me dise, ce n'était qu'un prétexte, nous on n'a pas besoin de cette décision. Ils ont pu avoir le courage de le dire. Laissons la décision de côté et restons maintenant dans la lecture politique des choses. Voilà, nous on veut parrainer, et parce qu'on veut parrainer, on change l'ordre des élections. Là au moins je comprendrais, là le chef d'État était clair. Et on va dire, ah oui, mais le président de la République a bien expliqué notre position. Nous, on veut parrainer, donc on révise la Constitution. Et puis ça aura le S'ils le disent, on leur dira que c'est une révision opportuniste. Et ils l'auraient compris. Donc, ils tournent en rond, c'est pas normal. Ils peuvent garder le code électoral et ne pas suivre le chef de l'État s'ils veulent. Le chef de l'État estime que c'est le député de 2026 qui doit parrainer. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. J'ai lu la décision de la Cour constitutionnelle. Pour moi, c'est 2023. Mais le chef d'État a plus de renseignements que moi. Il a plus peut-être de lecture de situation. Peut-être que les gens ont fait d'autres démonstrations devant lui. Donc, moi, c'est au député de choisir. Soit ils rentrent dans la logique présidentielle et ils alignent tout le monde sur 2026. Soit ils estiment que la Cour a déjà tranché le débat et ils ramènent tout le monde sur la situation d'aujourd'hui. Les parrains sont ceux qui sont en place aujourd'hui. Donc, on réaménage. Tant qu'on n'a pas installé les nouveaux, ceux qui sont en ceux place. qui sont là sont en place. Les maires de 2000. Le maire, oui. Ça veut dire quoi? On rapporte l'installation des nouveaux maires. On fait l'élection. Et les élections communales le 5 janvier, ou combien janvier? Le 8 janvier. Le 8 janvier. On fait ces élections-là. 2 ou 3 jours, au niveau des députés, on aurait déjà connu tout. Mais 2 ou 3 jours, au niveau des maires, on n'aurait pas connu, on aurait connu les assemblées communales. On aurait su que dans cette commune de Savet, il y a ci, dans la commune de Savalou, il y a ci, dans Lalo, il y a ci, dans Glanzoué, il y a ci, dans Kobé, dans Afranco. Donc, on aurait connu les majorités communales. Mais on n'aurait pas connu encore le maire. Et donc, les maires ne seraient installés que quand la loi l'aurait dit. Et c'est ça qu'ils doivent, ils peuvent juste toucher ça dans le code électoral. Que les maires soient installés, tout simplement, courant le mois de mars. Entre le 1er et le 15 mars. C'est tout. Si on dit ça, que les conseils qui ont installé l'installation des maires doivent commencer dans la deuxième quinzaine du mois de février et terminer au plus tard un mois après. Mais on doit terminer l'installation des maires avant que la campagne présidentielle ne commence. Bah alors, donc il n'y a pas de souci. C'est le préfet, c'est l'administration qui installe les maires. Donc, le point ne se pose pas. Moi, je ne peux pas admettre quand même que alors qu'on respire, moi je me dis, je suis un intellectuel, je le revendique. J'étais à l'école, j'ai étudié pour ça. Mais je ne peux pas comprendre que nous fassions un débat d'intellectuels. Je suis un juriste aussi, je le revendique. Je ne peux pas admettre qu'on laisse ce débat-là et qu'il n'y ait jamais, de manière claire, qu'on n'ait pas tranché ça dedans, du point de vue de l'analyse du droit, du point de vue du droit public, du point de vue du droit tout court, du droit électoral, du droit public, du droit parlementaire, ou bien je ne sais pas quoi. On tourne quoi? Tout droit là. Il n'y a pas autre chose à faire que de toucher au délai d'installation des maires. Terminé. Ou réduire les délais de réception des dossiers. C'est à eux de trouver la formule. C'est à eux de trouver la formule. Maintenant, s'ils veulent retoucher la Constitution, ils ont encore le mois de l'année là. Ils peuvent même corriger le code électoral. Et trouver encore qu'il y a besoin de tout reprendre. Mais dire loi complétive, tout ça, c'est une confusion. Ils doivent corriger d'abord ce que la Cour a dit. La Cour a déjà jugé le code électoral conforme à la Constitution. Donc ils ne peuvent pas faire deux choses à la fois. Ils ne peuvent pas corriger ce que la Cour a trouvé et toucher encore à d'autres dispositions qui sont déjà jugées conformes. Sinon, il y a confusion à mon niveau. Ils doivent d'abord déroger à ce que la Cour a dit. Pour répondre aux exigences, la Cour doit leur donner acte. Et donc,
C'est quand ils ont fini ça qu'ils peuvent maintenant penser à réviser la Constitution, à réviser le code électoral encore. Parce qu'ils peuvent introduire de nouvelles dispositions dans le code avant 2000. L'essentiel, au niveau des protocoles additionnels, on ne peut pas le faire moins de 6 mois avant les élections, sans consensus national. Mais on est loin. Oui, on a du temps. Donc ils ont le temps. Alors pourquoi mettre la charrue avant les bœufs, embrouiller le débat et passer un mois, plus d'un mois à faire un débat creux, vaseux, un débat de politique politicienne. Lorsqu'il y a des grands problèmes sur lesquels on doit débattre, on ne débat pas. Le problème de démographie n'a jamais même fait autant de débats. Alors que ça touchait à chaque famille. C'est quoi ce pays? C'est la politique. On peut dire, comme je dis, si chacun dit, moi, chacun a passé, il dit, selon nous, Moël Béné, donc il a dit ce que Moël Béné pense. Il n'est pas allé dans les travers de la loi, il n'a pas dit, il n'a pas pris la loi pour être. Donc on n'a pas besoin, le peuple ne respecte pas la loi. Moi, les gens de mon village, ils ne s'occupent pas de la loi, du droit constitutionnel, du droit politique, d'agréger, de ci. Non. Les gens ils veulent d'abord un environnement de vie, manger à leur faim, boire à leur soif, vaquer à des occupations, à mettre la tête sur un toit, se soigner quand ils sont malades, envoyer les enfants à l'école, et ainsi de suite. Ils veulent régler des problèmes de vie pratique. Ce débat n'est pas le débat du peuple, c'est un débat d'une élite gâteuse qu'il faut qu'on cesse. Moi, je trouve que ce qui va se passer à l'Assemblée nationale le 21 prochain, c'est une honte de la classe politique. Ah, tous les gros mots. C'est une honte de la classe politique intellectuelle, et de la classe politique, notamment des partis de la majorité présidentielle. C'est une honte des partis de la majorité présidentielle représentés au Parlement. On n'en a pas besoin. Dans cet ordre-là, on a besoin de corriger ce que la Cour a dit. Maintenant, après, c'est eux qui sont au Parlement. Ils peuvent tout réussir. Ils peuvent tout réussir. Parce que j'étais de ceux qui pensent que, bon, voilà, s'ils font un débat, s'ils font une élection au vote secret, comme ils doivent le faire, d'ailleurs, qu'ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner. Parce que la proposition peut passer. On suppose que tout le monde veut, dans la majorité, parrainer. Et que, au niveau des démocrates, même si le parti a une position claire, les démocrates, individuellement, ils peuvent dire, ah, moi, je veux parler, personne ne peut s'en empêcher parce que c'est là, c'est des prérogatives qui leur sont dues. Maintenant, moi, j'attends ce que dira la Cour constitutionnelle parce qu'ils auraient retouché, à mon humble avis, un article déjà qui n'était pas en cause, un article dont les dispositions sont déjà en application, un article déjà jugé conforme à la Constitution. Et donc, il a acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, mais ça, c'est que ma lecture des choses. C'est là qu'on peut dire que c'est une lecture. Elle me paraît complète, elle me paraît cohérente, logique avec le droit et la pratique. Mais la Cour peut orienter différemment parce que c'est elle qui analyse au regard des éléments dont elle est en possession et peut-être des options qu'elle fait. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin dans cette affaire. Mais franchement, ça fait honte qu'on débatte de ces champs de trucs, parce que tout est aussi simple et clair, qu'on débatte clairement des questions de la gouvernance politique nationale, c'est bien. Mais qu'on perd du temps sur la même chose, répéter la même chose, là où la Cour parlait de l'égalité, on parle de la légalité et de la légitimité. Ça embrouille davantage les populations, il faut qu'on quitte dans ça. Voilà. La Cour, elle est calme, elle ne peut même pas s'ingérer, elle attend simplement le test à elle. C'est exactement comme le morguier. Il vous regarde faire vos farés. Vous avez simplement toujours ça. Il vous attend. Donc, la Cour est un peu à cette posture-là. Elle les attend. Bon. Après, nous verrons bien tous ce que la Cour fera. De toutes les façons, il ne faut pas s'ingérer dans le déjà actuel. Du tout. Puis il n'y a pas un problème si quelqu'un lui pose un problème, elle va regarder le problème et dire ce qu'il faut faire. Si elle peut en connaître ou pas. Mais elle est là, elle est tranquille. En réalité, les députés, pour le moment, ne s'intéressent même pas à la Cour constitutionnelle. Il faut déjà qu'ils s'intéressent à la Cour constitutionnelle avant de s'occuper d'une autorité de juger. Les députés peuvent se dire, nous on va voter, on verra ce que la Cour dira. Puis la Cour n'a pas toujours de position bloquée. La Cour fait des interprétations parfois étroites, parfois intensives et élargies. Donc, les députés, ils sont dans l'action politique. Moi, mon problème, c'est qu'ils en ont le droit d'ailleurs. Mais il faut qu'ils disent aux gens, nous sommes dans l'action politique. Là. Ce n'est pas une affaire de droit. C'est une affaire d'option, de choix politique. Et donc, on peut pas faire un choix pour dire, bon, à défaut, là, on ne s'assume pas. Un parti, comme le parti dominant, comme l'UPR, doit avoir un choix clair.
Mais ces choix vacillent. Ces choix vacillent. Ces choix vacillent. Et ces choix doivent être fixes. Si c'est la révision de la Constitution, elle aurait pu l'assumer et nous expliquer pourquoi. Pas en disant, parce que là, en disant, nous voulons parrainer. Nous pensons que politiquement, l'élection présidentielle doit passer avant les autres élections. Pas pour dire que c'est ça la norme, que l'élection d'État, non. Nous pensons que politiquement, c'est mieux pour le président de la République. Et nous pensons que c'est pour ça que dans les grandes démocraties, en France, c'est toujours comme ça. L'élection présidentielle passe toujours avant les législatives. Aux États-Unis, toutes les élections ont lieu le même jour. Donc, nous ne voyons pas un pays dans lequel il y a des élections législatives comme des élections intermédiaires le même jour que l'élection majeure, l'élection présidentielle. Alors, quand je parle d'intermédiaire, d'ailleurs, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on est en élection générale. Donc, mais les élections législatives et communales n'ont pas la même envergure que l'élection présidentielle, parce que l'élection présidentielle nous dote du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est la seule personnalité qui, durant 5 années, est dotée de cette prérogative. Il a beau avoir un vice-président, le vice-président n'est pas exécutif. Le vice-président attend. Et éventuellement, le vice-président, c'est pour maintenir le caractère général des élections en cas de vacances. C'est peut-être, depuis que nous avons commencé, donc depuis 34 ans, 33 ans, on n'a pas eu ce cas parce que ce n'est pas un cas qui fait légion. Mais on ne peut jamais savoir quand l'accident aura lieu. C'est pour ça que l'assurance est nécessaire. Donc, vous comprenez que, en clair, l'élection majeure, c'est l'élection du président de la République. Et elle a lieu avant, normalement. Mais, ce n'est pas cette question qui est posée à la Cour. Et comme on emballe dans le débat avec la décision de la Cour, voilà ce que je dénonce. On aurait dû dissocier et expliquer que. Et puis, cette décision, on n'aurait pas dû intervenir dans le débat parce que finalement, elle n'apporte rien au regard de ce que font les politiques. Voilà. Alors, c'est dans cette ambiance, justement, Agapit Napoléon Bafouéka, que nous allons célébrer le 34e anniversaire de la conférence à laquelle vous faites allusion. Est-ce que c'est une coïncidence, selon vous, qui devrait nous interpeller? La 34 années. Oui, la 34 avec le débat sur la révision de la Constitution. Non, oui, c'est une coïncidence. Le calendrier politique, lui, ne s'accommode pas d'une année d'anniversaire. D'ailleurs, on ne fait même pas ces choses-là ici au Bénin. On ne commémore pas cette date intermédiaire. Bon, on s'en rappelle tout au moins. Oui, bon, les médias s'en rappellent, mais la politique, pas trop. Je ne sais pas si vous avez vous demandiez aux députés, à nos élus communaux et autres, aux ministres, il y a une semaine, ce que le 19 février leur dit. Pas évident qu'ils vous répondent logiquement. C'est pas évident, parce qu'ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres choses qui les préoccupent, qui occupent leur temps, ils ont d'autres exigences. Et donc, moi, je pense que non, c'est une pure coïncidence. Mais ça permet aux médias de faire des analyses, de faire des comparaisons, de faire des extrapolations, de faire des spéculations. Oui, pourquoi pas. Plus on en parle, justement, c'est ça. C'est les médias qui donnent vie à ces choses-là. Oui. Oui, et devrait être une occasion aussi peut-être de revoir l'architecture de nos institutions. C'est une question. Pas aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Patrick Talon, on l'avait bien pensé, senti quand il était en campagne électorale. Les gens ont révoqué le projet de révision de la Constitution en 2017 et il est passé à autre chose. Nous avons besoin de retoucher. Chacun parlait de nouvelles républiques. J'en avais parlé bien plus tôt, depuis 2019, même avant quand il m'arrivait d'intervenir sur cette question. Notre Constitution de 1990, c'est une Constitution à réaction, dans laquelle on n'a pas mis beaucoup. Une très belle Constitution, belle architecture. Ils ont eu la clairvoyance d'aller au régime présidentiel. Ça, tout ça, c'est vrai. Mais après, on regardait toujours le PAPB et on ne regardait pas dans le PAPB ce qui était bon. On a jeté le bébé avec l'eau du bien à la conférence nationale. Il fallait balayer du revers de la main tout ce qui a été fait sous la Révolution. Et on n'a pas su créer le mix. On n'a pas su nouer la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et on a lancé tout de nouveau. Même des choses évidentes qui existaient, on ne les a pas citées telles. On a cru avoir tout inventé. Et donc, pour discuter, même la Cour constitutionnelle, regardez dans cette constitution, on a dit qu'on a créé des contre-pouvoirs. Et c'est la même personne qui a dit qu'ils ont créé des contre-pouvoirs qui attaquent le chef d'État quand il nomme des gens pour dire, il a nommé son fils, il a nommé son frère, il a nommé son avocat, il a nommé son commerçant, il a nommé son majordome. Mais vous n'avez pas interdit qu'il nomme. Il dit, non, vous êtes là, pourquoi? Vous lui en voulez parce qu'il a nommé. On a mis dans la tête en cas de 35
des exigences morales dans la conduite des affaires. Et l'obligation pour les citoyens de respecter les décisions, Bien sûr. de respecter la Constitution et les institutions qui en découlent. Mais les gens violent ces choses tout le temps. Personne ne dit rien. Donc, il y a dans notre Constitution plein de choses à corriger. Des institutions qu'on a créées dont on te demande à quoi elle sert? Le Conseil économique et social, qui fait du bon travail et qui pourrait prendre la place de l'Assemblée nationale en temps sérieux. Mais le Conseil national, le Conseil économique national envoie ce document au chef de l'État qui Conseil économique et social. Mais Conseil économique et social. Mais quand il dit Assemblée nationale, on aurait dû avoir deux chambres. Et donc la chambre basse, représentée par le Conseil économique et social, parce qu'ils font de la production intellectuelle. Ils vont sur le terrain, ils écoutent la population. Donc, ailleurs, on ajoute de l'environnement. Conseil économique et social et de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est question de la question centrale, la question transversale. La haute cour de justice. L'avocature va disparaître. Et c'est rien. Et puis d'ailleurs, pourquoi ne pas soumettre les serviteurs de l'État qui ont eu des prérogatives, qui ont eu des avantages, pourquoi les soustraire aux juridictions ordinaires? Si les juridictions ordinaires sont mauvaises, pourquoi on soumet le peuple à ça? Donc, les juridictions exceptionnelles doivent être pour des cas très, très, très exceptionnels. En cas de guerre. Ouais, sous Covid, par exemple, les actes commis sous Covid peuvent s'extraire. Parce qu'on peut dire qu'il y avait eu urgence, on peut ne pas respecter toutes les orthodoxies. Mais soustraire le dirigeant aux exigences de juridiction normale ne me paraît pas normal. À la limite, l'immunité de poursuite. D'accord, mais pas de juridiction, pas l'exception juridictionnelle, c'est pas normal. C'est créé, tout le monde n'est plus égal à ce niveau-là. Donc notre constitution a besoin de beaucoup de points. La manière dont on nomme dans les institutions, l'équilibre des institutions, ainsi de suite. Donc, c'est pas ce débat de 21 janvier là qui... Ce qu'on amende manque d'ambition. Un article transitoire. Ça n'a pas besoin, ça n'a aucun problème à personne. Cette révision n'a pas besoin d'avoir lieu. Mais, si ça a lieu, ça aura le mérite au moins. Le débat a le mérite. On verra bien les forces et leur positionnement au Parlement. Et n'oubliez pas, il y a plusieurs enjeux au Parlement aujourd'hui. Donc ce vote est utile, nécessaire. Et donc, à quelque chose qui malheur, bon. Il y a également, Agapit Napoléon Bafourékan, cette affaire de ministre conseiller qui, je ne vais pas dire défraie la chronique, mais qui fait jaser tout de moins. Il y a même une saisine voilà, des démocrates sur le sujet. Comprenez-vous le problème? Est-ce qu'il y a d'abord un problème, Agapit Napoléon Bafourékan? A priori, il ne peut pas avoir de problème. Là, vient de dire, puis le chef d'État est libre de normer qui il veut, quand il veut, tant que ça, le poste est créé ou bien la latitude lui est donnée en tant que président de la République. Et donc, en la matière, il n'y a pas de problème particulier. Si moi je trouve des problèmes, ce n'est pas par rapport à la saisine de Bonigaï, non. Ça, c'est la Cour à l'occasion de donner ses réactions. Par contre, c'est l'équilibre même gouvernemental. C'est l'équilibre autour du chef de l'État alors qu'il va descendre et les ambitions. Je ne sais pas pourquoi il s'entoure réellement de ce corps encore, alors qu'il a déjà un équilibre qui fonctionne. Oui, les politiques peuvent être des conseillers spéciaux ou des chefs de mission avec rang de ministre, s'ils veulent un rang de ministre. Des conseillers spéciaux, moi, Bonigaï en avait une pléthore. Donc, le chef d'État peut, au regard des exigences de suivi, comme tu l'as dit là, créer une catégorie, donc, à la présidence de la République, donc, nommer des conseils spéciaux qui lui suivent un certain nombre de tâches. Mais, comme je l'ai dit, lui-même a dit que les réflexions se poursuivaient, et comme ils n'ont pas terminé, il y a des gens plus avisés qui sont au fait de ces débats, qui sont peut-être au palais. J'espère qu'ils trouveront la bonne alchimie. À mon humble avis, ce n'est qu'une réflexion personnelle qui n'a pris en compte aucun indicateur de son niveau, puisque lui, il a plein de gens autour de lui. Donc, même si l'équipe est restreinte au palais, il y a plein d'intelligence quand même dans l'administration autour de lui personnellement qui peut l'aider à devenir les chevaux. Mais je trouve que créer à la fin du mandat, c'était en début de mandat, moi je sais pas, mais à la fin, ça ce n'est qu'un l'avis personnel. Parce qu'avant, parfois j'explique techniquement un sujet. Mais là c'est un avis que je donne, j'estime franchement que
au lieu de mettre ces structures, les ministres qui vont se trouver méfiants, parce que ils sont des ministres conseillers du chef d'État. Donc, ils vont conseiller, ils seront vers les ministères, donc, ils vont finir. Une telle cellule avait déjà existé, pas dans ce nom, pas dans cette architecture, mais la collaboration n'a pas été aussi directe et aussi nette. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir beaucoup. Beaucoup. Ce n'est pas la saisine de Boni qui est le problème. C'est plutôt l'opérationnalité et l'efficacité pour que les solutions attendues soient. Sinon, bon, les partis seront heureux d'envoyer l'un 4, l'autre 2, l'autre 1, je ne sais pas combien. Mais après, il faut bien que ça tourne, la manœuvre tourne. Et puis, on a dit, bon, ils auront un coordonnateur qui va suivre au Conseil des ministres. Bon, en fait, il faut que tout ça soit bien pensé. Oui. Est-ce que des pays l'ont déjà expérimenté? C'est pas encore le cas. Pourquoi ne pas trouver dans l'administration, bien bon, ou bien à défaut des ministres conseillers, bon, des hauts commissariats. On en a déjà un ou deux. Bon, on peut créer une dizaine encore. Bref, franchement, pour moi, il n'y a pas un problème. Il a parti au chef. Il a dit les réflexions se poursuivaient. Que les réflexions se poursuivent dans l'intérêt de la nation. Et pourquoi pas des partis politiques qui animent la vie politique? Moi, je trouve que c'est logique, c'est normal qu'on essaye donc de corriger ce qui n'a pas pu l'être parce que le chef d'État avait besoin de cadres autour de lui. Mais, enfin, de mandat, comme vous l'avez dit, c'est pas compréhensible réellement. Hein. Non, en réalité, il a expliqué, il a eu ses hauts responsables, cadres, qui ont travaillé autour de lui à des positions qui parfois devraient être des positions politiques. Parfois, donc, enfin, je pense qu'il n'y a pas un problème. Mais il se fait que le corps étant nouveau, et puisque ça va rogner sans doute dans l'autorité ou diminuer celle des gens qui sont là depuis des années, je ne sais pas si ça fonctionnerait normalement. Voilà. Bon, vous connaissez. Un peu, ouais, l'histoire de SE. Dans nos mairies. L'intention était sans doute bonne. Mais l'application mais honnêtement, moi je ne sais pas si cette affaire produit mieux de la valeur ajoutée du point de vue de la gouvernance réellement, en lien avec beaucoup d'autres aspects. Je ne sais pas. On vous dira si les résultats attendus sont obtenus. Exactement, c'est justement la question que les Jérémiades, on peut les oublier. Voilà. Non, est-ce que les résultats sont vraiment obtenus? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Moi, je pose la question à haute voix parce que il y a des endroits où il y a beaucoup d'agitation, il y en a où c'est calme, je ne sais pas. Également, dans l'actualité cette semaine, vous y avez pratiquement répondu à Agapit Napoléon Mafoikan, 7 alertes du Parti Les Démocrates au sujet de la sécurité de certains de leurs responsables. Alors, Agapit Napoléon Mafoikan, toujours pas de saisine officielle, bon, on n'a pas l'information. C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Que la menace soit plus sérieuse, toute menace doit être plus sérieuse. Toute plainte sur la vie, sur la sécurité d'un individu, même du fou du quartier, doit être plus sérieux par le procureur de la République. Donc, en la matière, vous dénoncez bruyamment une situation et vous ne saisissez pas le procureur. Mais c'est une entrave, c'est un manquement à la loi. Le procureur aussi peut s'auto-servir. Il peut, d'accord. Mais vous, si le procureur ouvre une enquête, quel est le premier qui va écouter? Les plaintes, ceux qui se dénoncent, oui. Ceux qui dénoncent. Ils doivent faire la déposition. Mais on en est où? Mais si les gens commencent pas à les interpeller maintenant, ils vont dire, ah, chasse à l'homme. C'est ça que les gens doivent se sentir responsables de leurs actes. On m'a dit que la réaction du porte-parole est démesurée. Mais qu'est-ce qui est démesuré? Mais face à... Qu'il n'en arrive à une comparaison d'anciens régimes. Face à une telle démesure, dans une telle dénonciation, alors que les gens connaissent où y aller, on a l'impression qu'on nous renvoie justement à des situations passées. Et donc, on prépare l'opinion à des actes bizarres. Moi, je pense qu'il faut... Non, la logique du porte-parole, elle tient. On a connu des cas avant. Moi, je ne sais pas à qui il faut les attribuer. Moi, je suis de ceux qui, à l'époque, estimaient qu'il ne faut pas avoir la simplicité de penser que c'est le gouvernement. Moi, je peux encadrer et enfermer parfois dans des logiques de raisonnement. Même si je sais qu'il faut quelques ouvertures. Alors, à l'époque, on dit, ah, c'est le gouvernement. On dit, mais quelle importance telle personne a pour le gouvernement qu'on puisse. Mais, si on n'a pas clarifié, tout au moins la disparition de Mme Agbodji, Bernadette, l'ancien ministre, comment elle a pu disparaître? Vous rappelez des choses douloureuses aussi. Oui, non, c'est des trucs qui ont existé et qui ne peuvent pas disparaître, même dans la pensée des parents. Je m'excuse, mais
le rappeler, c'est tout le sérieux qu'on porte à l'heure, c'est toute la... L'intérêt peut-être. C'est l'intérêt qu'on porte à ça. Ça fait mal peut-être qu'on reprend le cas. Mais donc, lorsque ces cas ont existé, on n'a pas eu d'informations particulières. On ne sait même pas s'il y a eu une enquête qui est ouverte. On ne sait pas le niveau. Mais quand les acteurs reviennent sur ce type de débat, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc moi je pense qu'ils avaient le devoir, l'obligation de saisir. Ce n'est pas facultatif. Lorsque vous avez connaissance d'un crime, d'un fait qui peut être relevé de crime ou de délit, vous êtes tenu d'en informer. Tenu. Mais si vous ne le faites pas, c'est un manquement à la loi. Vous devenez complice. Et du point de vue formel du droit pénal, je pense qu'ils sont complices. Éventuellement, s'il y a des menaces qui sont réelles, donc ils sont complices de ceux qui les menacent. Parce qu'ils refusent de les dénoncer. Il y a quelque chose. On fait nos tests pourquoi? Pour les appliquer ou ne pour ne pas les appliquer? Ce Bénin, mais parfois, il me fait perdre parfois. On peut comprendre cela la boussole, parce qu'on se demande, mais ces gens-là, quand ils étaient dans telle posture, voilà comment ils agissaient. Ils changent de posture ici. Mais tu es finalement, mais comment on peut montrer l'exemple à d'autres? J'ai écouté Jacques aujourd'hui, parce que c'est lui qui a raison. On ne peut pas poser des jugements de valeur sur ce genre de choses, mais il faudrait quand même que normalement le ministre de la Justice aurait pu aussi attirer leur attention là-dessus. Hein, disant que, ben voilà, quoi, on n'a rien entendu depuis. Et là, c'est le procureur qui a rendu compte qu'il a été saisi. Bon, peut-être que le procureur a été saisi, je ne sais pas. Mais si le procureur a été saisi, donc tant mieux. Mais il aurait dû nous le dire. Le communiqué qui a lancé cette affaire aurait pu dire, nous avons eu des menaces, nous avons saisi le procureur, nous estimons qu'il va ouvrir une enquête, nous demandons, là on l'aurait compris. Mais s'ils n'ont pas saisi le procureur, à qui ils veulent, c'est les médias qui font les enquêtes pour trouver les coupables de présumés de... Le média aussi peut aller à l'information. Non, les médias n'ont pas pour vocation de faire des enquêtes judiciaires. Ils font des enquêtes médiatiques, des journalistiques, c'est deux choses différentes. D'accord. Allez, Agapit Topolom Africain, on va finir avec cette situation au Sénégal. Bien, le corps électoral attend toujours la nouvelle date des élections après la décision du Conseil constitutionnel ce jeudi. Question, quelle marge de manœuvre pour Macky Sall? Ah non, la marge de manœuvre, c'est qu'il fasse tout pour que le 2 avril prochain, il ne soit plus là. Il ne soit pas en position d'être dégagé. Donc la marge de manœuvre, c'est de faire en sorte d'organiser les élections avant le 2 avril. Tout au moins. C'est faisable? Tout au moins, c'est faisable. Tout au moins, organiser les élections. Maintenant, les gens peuvent fermer les yeux sur une semaine de tour de plus maximum. Mais si c'est pas aussi cohérent et correct, je ne pense pas que... La Cour lui a donné la main sans doute. Mais la Cour ne peut pas convoquer le corps électoral à sa place, c'est à lui. Donc, on était déjà la veille, on était déjà le samedi 3, on était déjà l'avant-veille, donc la campagne électorale. Donc ça veut dire que la campagne électorale peut se dérouler dans 2-3 jours. On peut lancer. Donc c'est à lui de tirer les conséquences, toutes les conséquences de cette décision-là. Quitte à réduire le délai. C'est à lui de voir. C'est à lui de voir. Je pense que chaque jour qui passe, c'est qu'il gagne encore du temps et ça peut ne pas lui être... Mais bon, dès lors qu'il a pris la décision heureuse, opportune, parce qu'il n'a pas d'autres issues normalement, de déroger aux décisions de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, je me dis alléluia. La clairvoyance est revenue. La lumière est revenue au centre du village. J'espère bien qu'il saura l'utiliser pour découvrir quelques vérités à adresser au peuple sénégalais le 2 avril prochain. C'est-à-dire que la lumière retrouvée au centre du village lui permettrait donc d'aller de l'avant. Et qu'il se dira qu'il aurait dû, ce 3 février-là, réfléchir par 1000 avant de lancer l'acte qu'il a posé. Il s'est fourvoyé. Et quand vous dites en position de ne pas être dégagé, cela veut dire que s'il était encore là, c'est que on le sort par la petite porte en fait. Je ne sais pas jusqu'où le Conseil constitutionnel peut aller, mais sa légitimité est finie le 2 avril. Ça au moins c'est clair. Et il appartient maintenant aux forces vives, peut-être que quelques petits arrangements politiques peuvent lui permettre de s'octroyer une semaine ou deux. Je ne sais pas. Mais qu'il soit président du Sénégal le 4 avril lors de la fête nationale, je trouve quand même que ce n'est pas ça qui est. C'est pour ce pays flambeau de la démocratie, d'une culture politique respectable, je pense que le Sénégal aurait pu mieux mériter. Mais bon,
Peut-être qu'il fallait passer par là pour reprendre l'habitation des choses. Donc, attendons de voir et souhaitons plutôt que le Sénégal s'en tire bien. Moi, le sort de Macky Sall ne m'intéresse pas. Mais je pense que le Sénégal est au-dessus de tout, comme le Bénin pour nous. Et donc, tant que le pays s'en sort, l'essentiel est préservé. Merci à Vagapit Napoléon Bafouaga. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous sommes revenus sur le débat actuel concernant la révision de la Constitution et également la modification du code électoral, puisque les députés se penchent sur la question dès l'ouverture de la session prochaine, le 21 février prochain. Nous suivons ce débat pour vous, pour évidemment d'autres plateaux. Nous avons aussi parlé de cet anniversaire, 34e anniversaire des travaux de la conférence nationale. Nous y reviendrons en cours de semaine. Vous pouvez retrouver ce décryptage en nouvelle diffusion ce lundi après le bulletin de la mi-journée. Le décryptage est également disponible sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, puis sur iOS et Android, eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.